Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui je reçois Raphaël Sévère, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de plusieurs événements, notamment un concert qui sera donné lundi prochain aux Invalides, le 11 avril. Un concert alors qu'il y a pour base le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, avec beaucoup d'autres œuvres. Vous serez aux côtés de Charles Julliard au violon, d'Aurélien Pascal au violoncelle et de Tristan Raes au piano. L'idée, c'était bien sûr une musique en lien avec ce lieu qui est le musée des Invalides, avec l'œuvre composée en 1941 dans le Stalag par Olivier Messiaen. C'était l'idée de départ, c'était de partir du Quatuor pour la fin du temps. Oui, tout à fait. C'est une thématique, comme il y en a souvent au musée de l'Armée, autour de la guerre, en l'occurrence de la Seconde Guerre mondiale, mais on le verra plus tard également de la Première. Et l'idée était de partir de ce Quatuor pour la fin du temps, qui a été écrit, comme les mélomanes le savent peut-être, dans des conditions vraiment assez exceptionnelles et terribles, puisqu'il a été écrit au Stalag 8A de Görlitz, aujourd'hui toujours en Allemagne d'ailleurs. Voilà, donc en 1941, et créé dans ce même camp. Et donc... voilà, c'est des circonstances assez exceptionnelles, et donc on a cherché des œuvres dans cette même période, et donc on a choisi les contrastes de Bartók. Alors, en tant que clarinettiste, les contrastes de Bartók, c'est une œuvre phare pour vous, Raphaël Sévère, j'imagine. Oui, c'est vraiment, je considère cette œuvre vraiment comme un chef-d'œuvre. Déjà, la formation est assez rare au final. C'est un trio pour violon, clarinette et piano. On a plus l'habitude de violoncelle, clarinette et piano. Oui, comme chez Brahms ou Zemlinsky. Tout à fait, Beethoven, etc. C'est une question de registre. Et en fait, Stravinsky a un peu inauguré cette formation à travers la suite de l'histoire du soldat qu'il a écrite également pour trio. Et ça marche vraiment très très bien. Et Bartók a exploité ça avec toute la richesse de son écriture que l'on connaît, très virtuose pour violon, pour clarinette, très moderne, très percussive au piano, et ça donne vraiment quelque chose d'unique et d'un peu à part, effectivement, dans notre répertoire. Une œuvre qui avait été créée par Bartók lui-même au piano, donc aux États-Unis, qu'il avait créée pour Benny Goodman, et puis avec Joseph Ligeti au violon, donc trois illustres musiciens. Au Carnegie Hall de New York. Voilà, donc en 1941, je crois, enfin contemporaine. Oui, ou peut-être 43, je crois. Oui, qu'on va m'excuser, mais en tout cas une œuvre quasi contemporaine du Quatuor pour la fin du temps. Benny Goodman, c'est un clarinettiste que vous avez beaucoup écouté, Raphaël Sévère. Ben oui, c'est la référence, c'est le plus grand clarinettiste du XXe siècle qu'on connaît tous, et à qui on doit tant de pièces, parce que vraiment beaucoup de compositeurs lui ont dédié Stravinsky, des pièces. justement. Stravinsky, Copland, le concerto, par exemple Hindemith qui lui a dédié aussi son concerto, d'autres, Horowitz, etc. Beaucoup de compositeurs, et c'était ce clarinettiste qui savait jongler entre le jazz et le classique avec un sérieux absolu, c'est-à-dire que en classique il n'a pas du tout une façon jazz de jouer, et en jazz il n'a pas du tout une façon classique de jouer. Il a su vraiment séparer les deux choses et être au top, si j'ose dire, dans les deux, ce que je trouve absolument admirable, parce que c'est pas le même jeu. Mais il a un style qui en classique vous correspond, qui justement qui est vraiment un style pur classique, Benny Goodman. Oui, il avait un style qui était pur classique, hein, vraiment. Par exemple, quand Copland lui a écrit son concerto, il y a une cadence qui a des accents vraiment très très jazzy, et Benny Goodman lui a demandé: est-ce que tu veux que je joue un peu de jazz? Et Copland lui a dit non, reste dans le... Voilà, c'est inspiré d'eux, mais ce n'est pas du jazz. Et donc dans sa façon de jouer, effectivement, il a toujours eu quelque chose de effectivement pur, classique et sérieux. Mais moi, j'aime beaucoup vraiment comment il joue
joue, il y a des enregistrements très expressifs de Mozart, même il y en a un de Brahms qui existe, des sonates de Brahms, où il y a des très belles choses dedans. Et c'est un monument, voilà, c'est un monument. Donc plusieurs monuments à ce concert que vous donnerez le 11 avril prochain. Alors ce quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, justement, quand on voit qu'il a été créé le 15 janvier 1941, il y avait Étienne Pasquier au violon, Henri Accoca au piano et Jean à la clarinette. Ouais. Pardon, on va m'excuser. Jean Le Boulaire au piano. Donc des noms qui sont connus aussi par filiation quand on pense à Pasquier et Accoca. Et ouais, tout à fait. Et c'était un concours de circonstances. Hein. C'était en fait Messiaen s'était engagé et puis il a été capturé par l'armée allemande pas très loin de Verdun d'ailleurs. Ils sont restés durant un mois positionnés dans un camp de prisonniers près de Verdun, sur le tarmac comme ça. Et puis en fait, c'est là que Messiaen a écrit durant ce premier mois la partie pour clarinette seule, L'Abîme des oiseaux, qui est à la 3e position des 8 pièces. Une œuvre sublime d'ailleurs dans l'œuvre. Ouais. C'est la 3e des 8 pièces qui composent le quatuor. D'une difficulté monstrueuse, non ? Enfin, je dis pas ça pour vous faire peur avant le concert. Tout le quatuor est d'une grande difficulté parce que justement, la difficulté réside dans la longueur des phrases, dans le son, dans la maîtrise de ce que l'on fait. Et Messiaen exploite vraiment tout le potentiel de la clarinette en termes de nuances, en termes de contraste et en termes de technique pure aussi. Hein, c'est difficile. Et donc la première pièce a été créée sur le tarmac de ce camp, avant même qu'il ne soit déporté dans le stalag. Et après, chaque pièce a été un concours de circonstances, puisque ils ont retrouvé Étienne Pasquier qui y était, ils se sont retrouvés sur place, etc. Donc voilà. C'est une œuvre que vous avez beaucoup interprétée, Raphaël Sévère. Vous nous avez offert un disque absolument magnifique aux côtés du trio Messiaen. C'est gentil. Pour le label Mirare, qui est absolument merveilleux, que vous avez joint avec une œuvre de Thomas Hadès, aussi une très belle œuvre. Ce quatuor pour la fin du temps, vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez joué ? Ou alors, je vous cueille à froid. Non, je m'en souviens tout à fait. C'était dans une édition de la Folle Journée. Alors, je ne sais plus la date précise, mais c'était il y a, je crois, 10 ans déjà, peut-être. Et c'était bien 10 ans d'ailleurs. C'était avec une équipe de rêve. C'était Jean-Frédéric Neuburger au piano, David Grimal au violon et François Salk au violoncelle. Et on jouait le quatuor de Messiaen et une création de Neuburger, pièce qui s'appelle Plein Ciel, dans le même concert. Et, pour la même formation. Pour la même formation. C'était très impressionnant pour moi, évidemment, parce que c'est découvrir un monument du répertoire côte à côte avec des interprètes d'exception. Et j'avais beaucoup travaillé pour ce concert. Il y en avait plusieurs. Et c'est un souvenir fort. En fait, à chaque fois qu'on joue ce quatuor en concert, c'est un moment qui est particulier parce que c'est une œuvre de performance, si on peut dire ça, en quelque sorte. C'est une œuvre qu'on peut travailler, qu'on va jamais, dans le cadre du travail, enchaîner en entier dans une situation de concert parce qu'elle fait quand même plus de 50 minutes. Elle est très fatigante, elle est même épuisante d'un point de vue investissement quand on la joue. Et donc, quand on se met vraiment dans la situation du concert sur scène et qu'on se concentre à fond, qu'on est dans le moment et qu'on donne tout ce qu'on a, à 4, ça crée une osmose et une ambiance qui est vraiment unique à chaque fois. Et on a une espèce de recueillement avec le public qui se passe au travers de ces très très longs passages, de ces pauses et puis de cette fin qui termine en disparition comme ça dans les cieux et qui se suit très généralement d'un long silence avant que les applaudissements ne le rompent. Mais donc c'est souvent des beaux souvenirs de concert. C'est une œuvre quand même pour 4 solistes. Enfin, vous l'avez enregistré avec le trio Messiaen, qui est un trio constitué. Là, vous allez jouer avec 3 merveilleux interprètes, mais qui ne sont pas des musiciens qui forment un trio constitué, à savoir Charlotte Julliard, Aurélien Pascal et Tristan Raès. C'est très différent quand vous jouez avec un trio constitué comme le trio Messiaen, ou quand vous jouez avec 3 interprètes qui se réunissent à l'occasion de ce quatuor.
Alors, c'est différent, bien sûr, parce que les membres d'un trio ont beaucoup d'expérience, enfin, ils se connaissent, donc ils ont une façon de jouer qui est particulière par rapport à eux-mêmes. Mais après, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent, parce que quand on réunit des solistes qui ont chacun leur point de vue et qui forment peut-être moins un tout, mais qui apportent peut-être aussi plus de choses différentes, ça dépend des fois, ça peut donner lieu à des choses très 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 intéressantes. Notamment, par exemple, la première fois que je l'ai joué justement aux côtés de Neuburger, Salk et Grimal, c'était vraiment, ça reste un des grands messians que j'ai pu donner en concert, une des meilleures fois. Et donc voilà, c'est différent, c'est pas le même regard. Et puis, ce qui change avec un trio constitué, c'est qu'ils le travaillent d'abord entre eux et qu'ils le connaissent, donc ils ont déjà des réflexes et tout ça. On est moins dans la découverte. Là, quoi qu'il arrive, même si les solistes l'ont déjà joué chacun dans leur coin, si je peux me permettre, on est quand même dans la découverte parce que on se découvre chacun dans cette pièce qui est si particulière. Et donc, ça dépend. Ce sera la surprise. Vous parlez de Jean-Frédéric Neuburger. D'ailleurs, vous avez enregistré une œuvre de Weber avec lui parce que c'est un pianiste extraordinaire et c'est un compositeur aussi majeur. Jean-Frédéric Neuburger. On a une relation très particulière avec Jean-Frédéric où c'est un peu non seulement un ami, mais c'est un peu mon mentor en composition justement. Ouais. Vous avez pris des cours avec lui ou... Oui. oui, tout à fait. Je continue d'ailleurs dans le cadre privé de susciter, de susciter demander des conseils quand vous composez, etc. Bien sûr, on est en très étroite, on a des liens assez étroits là-dessus, et c'est un pianiste évidemment sensationnel, et ces œuvres de Weber que j'ai enregistrées avec lui, à savoir le Grand Duo concertant et les variations opus 33, sont des œuvres qui nécessitent un pianiste. Oui, on pense toujours à la clarinette chez Weber, mais en fait le pianiste il est à rude épreuve aussi. Ah ouais, dans le Grand Duo concertant qui fut écrit en 1811, on a une écriture de piano qui est extrêmement novatrice, qui va chercher même plus loin que les sonates de Beethoven écrites à la même époque, les sonates en duo, pas les sonates pour piano seul, qui vraiment, on a toute la panoplie des choses techniques les plus ardues au piano, et donc moi j'ai naturellement pensé à lui parce qu'il m'a toujours tellement impressionné au clavier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a enregistré ensemble et je suis très content d'avoir fait cet enregistrement. Juste une parenthèse, Raphaël Sévère, on évoque donc ce concert qui sera donné au Musée des Invalides, mais il y a aussi un autre concert important que vous donnerez le 17 novembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées avec une autre œuvre phare, le concerto pour clarinette de Mozart. Vous serez aux côtés de l'Orchestre de Chambre de Paris, qui sera placé sous la direction de Lars Vogt, qui d'ailleurs ne se contentera pas d'être chef, mais en plus jouera et dirigera le 24e concerto de Mozart. Il y aura également la symphonie Jupiter, donc des œuvres assez tardives de Mozart, enfin un peu... le concerto pour clarinette, bien évidemment. Ça, c'est une œuvre, quand on est clarinettiste, qu'est-ce qu'on peut dire sur le concerto pour clarinette de Mozart ? Tout simplement que c'est notre chef-d'œuvre absolu, c'est notre œuvre la plus connue, et c'est celle la plus importante dans l'histoire de la clarinette, puisque c'est celle qui l'a popularisé et hissé au rang vraiment d'instrument soliste, qui lui a donné ses lettres de noblesse en concerto. Et en fait, au moment où Mozart écrit ce concerto, donc dans la dernière année de sa vie déjà, puisque après il y eut la flûte enchantée et le requiem. Et c'est vraiment son avant-dernière œuvre, le concerto pour clarinette. Oui, que chez le 622. Ouais. Voilà, au moment où il l'écrit, la clarinette existe depuis seulement 80 ans à peine. Et donc c'est un instrument qui a déjà été intégré dans l'orchestre, mais qui a encore du chemin à faire au niveau soliste et chambriste, puisque il y a eu des concertos décrits, mais de façon assez marginale. Et on lui préfère encore le hautbois ou la flûte, par exemple, dans les concertos solistes. Et Mozart, donc du coup, a un ami qui est Anton Stadler, clarinettiste, qui développe une nouvelle clarinette qu'on appellera la clarinette de bassette, donc qui est en fait une clarinette plus longue, qui avait à l'époque une forme assez étonnante d'ailleurs, et qui descend une tierce plus grave qu'une clarinette normale, entre guillemets.
Et donc Mozart découvre cet instrument et dit c'est fantastique, je vais écrire un concerto pour ça. Enfin, c'est une commande, mais voilà. Et donc il nous écrit ce concerto qui est sublime, qui a en même temps une simplicité totale, la simplicité qu'on connaît de chez Mozart, cette légèreté, cette insouciance, mais qui a aussi une nostalgie. Oui, une douleur dans le mouvement lent. Ouais, d'une profondeur vraiment très touchante. Dans le mouvement lent, exactement, on sent une espèce de plénitude, comme ça. Et c'est un concerto qui est long, qui fait 30 minutes, qui est un vrai grand concerto. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu encore à l'époque. Les concertos pour instruments avant étaient plus courts, en général. C'était, voilà. Et, dans un style plus galant, souvent, peut-être aussi. Exactement. Et là, vous avez... C'est un vrai grand concerto. Ça commence par 2 minutes 30 d'introduction orchestre, etc. Enfin, voilà. Et donc, ça a fait grand bruit. Ça a ouvert la voie à de nombreux compositeurs, ne serait-ce que Weber, qui 20 ans plus tard, justement en 1809-10, nous écrira déjà 2 concertos aussi fantastiques, et après il y en aura d'autres, Spohr et tout ça. Et beaucoup à l'ère romantique, puis moderne, évidemment. Mais donc, c'est le point de départ de la carrure soliste de la clarinette, c'est vraiment ce concerto de Mozart. Et en dehors de ça, en dehors de simplement l'histoire de la clarinette, c'est un des tubes, si je peux prendre l'expression, de musique classique, qui est les plus connus, c'est-à-dire beaucoup de gens ont déjà connaissent cette entendu... œuvre sans savoir que c'est ce concerto pour clarinette. Exactement, puisque c'est une des musiques les plus utilisées dans les publicités. Par exemple, quand on choisit des extraits de musique classique, c'est une musique de film aussi très très connue. On a tous à l'esprit Out of Africa, mais aussi d'autres films très récents qui l'utilisent, etc. Il y avait le film par exemple français Dialogue avec mon jardinier avec Jean-Pierre de Jean Bermessin, Becquet, qui l'utilise à plusieurs reprises, etc. Et donc voilà, c'est simplement notre œuvre la plus célèbre, et donc elle occupe une place très particulière au sein de tous les clarinettistes. D'ailleurs, vous parlez du fait que c'est une œuvre tardive. Quand on regarde les chefs-d'œuvre de Brahms qui vous a consacré, les sonates pour piano et clarinette, le trio avec clarinette et piano et violoncelle, ou le quintet avec clarinette, ou les œuvres de Schumann, c'est quand même... la clarinette, c'est souvent chez ces génies des œuvres tardives. Il y a quelque chose... je sais pas, ils se sentent aller vers la nostalgie et vont vers votre instrument. C'est même presque dangereux, puisqu'il y en a qui s'emparent de la plume et puis qui meurent peu de temps après. C'est le cas aussi, par exemple, de Nielsen, avec son avant-dernière œuvre. C'est le cas de Saint-Saëns, avec l'opus 121, je crois, ou 120. Oui, c'est la sonate pour clarinette, exactement, qui est aussi un de vos tubes. Exactement. Fauré a eu l'idée de son trio opus 120 pour clarinette. Il avait écrit le premier mouvement pour. Il est mort aussi peu de temps après. Et il y a même Tchaïkovski qui a débuté un concerto pour clarinette, qui en a écrit. Il a écrit un thème, il a écrit le début, et lui, il est carrément mort en cours d'écriture. Très malheureusement pour nous. Mais donc effectivement, il y a un attrait comme ça tardif à l'hiver de la vie de certains compositeurs pour la clarinette. Je sais pas, je n'explique pas pourquoi. C'est peut-être le timbre un peu doux, mélancolique parfois, de l'instrument qui provoque cette envie. Je sais pas. Moi qui ai déjà écrit pour clarinette, j'espère que j'ai encore quelques années devant moi. Juste une parenthèse par Tchaïkovski, je ne savais pas du tout cette histoire de concerto pour clarinette, mais quand on entend même les symphonies ou Eugène Onegin ou des œuvres de Tchaïkovski pour orchestre, ou des opéras, la clarinette a un rôle essentiel. Et il y a une manière dont il compose pour la clarinette qui est très particulière chez Tchaïkovski. Tout à fait. Il nous a vraiment gratifié de quelques très beaux solos dans ses symphonies, etc. Et donc il avait cette vision assez soliste aussi de la clarinette. Alors vous parlez de composition. Justement, ce concert du 11 avril, il y aura ces contrastes de Bartók qu'on a évoqués, ce quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, et il y a une œuvre de vous, Raphaël Sévère. Tout à fait. Orage d'acier, d'après Ernst Jünger, pour clarinette, violon et piano. Oui. Donc c'est pas la formation Messiaen, c'est la formation Bartók, Ligeti, Benny Goodman. Ouais. Comment vous avez eu l'idée de cette formation justement qui est, vous le disiez vous-même, assez inhabituelle? Tout à fait. Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, c'était une commande de la Scala Paris pour le festival aux armes contemporains de Rodolphe Bruno Moulmier, qui m'a demandé donc d'écrire une pièce de 20 minutes pour cette formation.
Donc voilà, donc la formation ce n'était pas mon idée, mais évidemment j'étais très très heureux de cette proposition puisque c'est une formation qui fonctionne vraiment très très bien. Mais c'est difficile d'écrire pour cette formation en même temps. Oui, au niveau c'est des difficile. timbres, violon, clarinette. Ah oui, c'est difficile. Et au niveau des registres, ça se mélange aussi. On n'a pas une grande différence de registre, donc c'est pas complémentaire. Ça se fond. Ça se fond. Et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré au niveau de l'écriture purement instrumentale, c'est que dans les contrastes de Bartók, justement, on a un aspect vraiment très combatif dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on a un peu le piano qui arbitre les débats, si j'ose dire, avec vraiment une écriture très percussive, très aussi ponctuante, c'est-à-dire qui vraiment un peu donne des repères, termine des phrases, vient couper, vient relancer, etc. Et on a la clarinette et le violon qui se battent un peu, c'est un peu bataille d'ego à qui va aller le plus loin, le plus fort, avec des motifs très très tendus et avec un peu voilà, une espèce de surcharge comme ça de motifs. Et donc, quand il m'a passé commande... Rodolphe Bruno Boulmier, moi je me trouvais donc en Allemagne et j'étais par le hasard des choses en train de lire donc ce livre que vous avez mentionné de Ernst Jünger, l'écrivain et militaire allemand, Orage d'acier. En fait, j'avais été très touché par ça parce que j'ai vécu durant 2 ans en Allemagne. Et pour travailler, pour étudier, vous avez vécu non, pour des raisons sentimentales. Voilà, on va pas faire closer musique classique, mais donc ça n'avait rien à voir avec des raisons purement musicales. Non, ça n'avait vraiment rien à voir. Et voilà, j'étais avec une Allemande, hein, tout simplement. On peut dire les choses. La France a le droit de savoir. Non, mais et donc j'étais avec une Allemande. Et tout simplement, je m'étais jamais intéressé vraiment au côté allemand des guerres, et notamment de la Première Guerre mondiale, puisque mon arbre généalogique a souffert de la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de familles françaises. Et j'avais lu des choses qui m'avaient bouleversé, évidemment, ceux de 14, de Genevois, des témoignages, des lettres, Apollinaire, etc. Et je suis très sensible à ça, c'est un sujet qui me touche. La Première Guerre mondiale, c'était quand même une boucherie vraiment atroce, et puis ces hommes ont vécu des choses épouvantables. Oui. Et voilà. Et donc, arrivé en Allemagne, j'avais envie de connaître le point de vue allemand dont moi, j'avais pas eu vent, écho. Et donc je suis tombé sur ce livre d'Ernst Jünger et qui m'a également beaucoup touché parce qu'on se rend compte que c'est plus ou moins la même chose de l'autre côté en fait. Avec bien sûr évidemment des différences, on n'est pas dans la même posture et tout ça, mais là je vais pas je vais pas du tout voilà, mais juste d'un point de vue humain. J'ai trouvé quelque chose d'universel dans la souffrance, dans le combat, dans même si Jünger s'est engagé volontairement dans la guerre, mais comme beaucoup de Français aussi. Après, il s'est trouvé dans une espèce d'engrenage et où il voulait plus abandonner ses hommes, ses camarades, c'est tout ça. On savait pas combien de temps ça allait durer, et donc il y avait une espèce de vie dans ces tranchées. Et donc il raconte plein de choses vraiment terribles. Et pour finir sur l'inspiration, là où il y a eu une forme d'évidence, c'était l'aspect, comme je vous disais, très guerrier de cette formation, notamment à travers l'histoire du soldat et les contrastes de Bartók, qui dans l'écriture est vraiment très guerrière. Il y avait une espèce d'évidence à faire quelque chose aussi dans un sens guerrier aussi pour cette formation, puisque c'est ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. J'étais en train de lire ce livre, et dans ce livre, il y a des descriptions auditives qui sont assez incroyables, de sonorités, de choses, de plein de... Ça a un aspect très important. Déjà, le bourdonnement incessant des roulements d'artillerie au loin, beaucoup plus proches. Les shrapnels, ces obus qui étaient terribles, on remplissait avec plein de choses, des tessons de verre, des fourchettes, tout ce qu'on trouvait, et qui sifflaient quand ils descendaient. Et donc, Jünger raconte beaucoup de choses comme ça, qui l'ont énormément marqué, de sensations, autant au niveau de l'audition que de la vue, voilà. Mais l'ouïe avait un rôle très important, notamment dans toutes les rondes de garde, quand il faisait le guet, etc. Et on était à l'affût, hein. Là, fallait pas se rater, hein, s'il y avait des choses, etc. Les bruits de balles, les ricochets, les choses comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, bon,
je vais m'inspirer de ça parce qu'il y avait vraiment des choses que j'entendais déjà en musique. Et donc j'ai pris en fait 3 chapitres de son livre pour faire 3 parties à ce trio. Auquel j'ai laissé les noms des chapitres. Donc dans les tranchées de craie, le deuxième chapitre j'ai laissé en allemand, c'est Leerlauf, c'est-à-dire une marche à vide, comme un peu comme ça. Et la troisième s'appelle simplement la grande bataille. Et donc voilà, donc j'en ai fait une espèce de tableau musical comme ça de ces chapitres qui sont très impressionnants à lire et voilà. Mais je précise qu'il n'y a aucun parti pris pour moi que je reste français avant tout. Non, mais vous inquiétez pas, Raphaël Sévère. Et que voilà, et que j'aurais pu tout à fait faire ça. Pas avec, ça comme une ode à la grande Allemagne. Bien, exactement, j'aurais pu tout à fait faire ça avec ceux de humain, 14 ou je sais pas quoi, mais à ce moment-là, j'étais dans Orage d'acier et rien que le titre est très évocateur et voilà, donc tout simplement. Alors vous parlez justement des contrastes de Bartók. Bartók, c'est un grand pianiste. Vous êtes un grand clarinettiste. Donc le point de vue aussi quand vous composez, il est différent. Vous parliez justement de l'écriture de Bartók. C'est un peu le piano d'un côté avec violon et clarinette, vous disiez de l'autre. Vous avez une vision de clarinettiste. Donc aussi quand vous composez, c'est très différent. Oui, forcément. Alors après, bien sûr, j'ai le point de vue d'un clarinettiste, absolument. Néanmoins, je suis également pianiste Ça, je savais pas. À mes heures perdues, mais quand même avec un bon niveau. C'était mon premier instrument et j'étais assez plein de révélations pour entre ça, Tchaïkovski et vous, Raphaël Sévère. Voilà, c'est ça. Non, mais oui, c'était mon premier instrument et puis j'étais assez doué. Et quand j'ai commencé la clarinette, après il y avait une forme d'évidence au fait que la clarinette serait ma vie et pas le piano. Mais néanmoins, je dirais que j'avais quand même un niveau à la fin, quand je travaillais encore, d'entrée CNSM quand même en piano, donc assez bon, très bon amateur, on va dire. Et voilà, donc quand je compose, je me mets au piano et j'ai quand même aussi une ouverture sur le piano par rapport à ça. Et par rapport à l'écriture de ce trio là, de Orage d'acier, j'ai pas forcément laissé une part vraiment prépondérante à la clarinette. Je me suis inscrit dans cette filiation de Bartók avec le fait que justement le piano symbolise justement toute cette artillerie, toute la machinerie de la guerre. Et donc il gronde beaucoup parfois il est très lointain, parfois il envahit tout, parfois il écrase tout, etc. Il gronde et il a un côté implacable, notamment il y a un ostinato qui revient un peu, un ostinato rythmique au piano qui revient un peu tout au long de la pièce, qui est le rappel justement de ce côté implacable qui avance en permanence. Et violon et clarinette représentent plutôt des actions, des individus, des petites histoires dans la grande histoire, des escarmouches, plein de choses. Et donc ils sont dans ces ébats, pendant que le piano a un rôle beaucoup plus grand et distant. Donc j'ai un peu respecté cette filiation. Mais après, le fait d'être clarinettiste, évidemment, ça m'évite beaucoup de pièges quand j'écris pour la clarinette, parce que c'est pas si facile d'écrire pour la clarinette non plus. Et notamment, je lance un appel à tous les compositeurs ici qui peuvent m'écouter. Je laisse des temps pour pouvoir respirer, afin de pouvoir respirer. Parce que moi, je prends toujours la clarinette un peu comme un instrument à vent, et donc beaucoup de compositeurs ne se rendent pas forcément compte qu'on a besoin de respirer, qu'on a besoin de mesures à vide de temps en temps. Peut-être qu'un jour on vous écoutera en re-recording interpréter les sonates de Brahms pour piano et clarinette que vous aviez interprété, enregistré avec Adam Laloum. Mais ce serait intéressant. Non, c'est peut-être pas dans vos visées, Raphaël Sévère. Ce concert du 11 avril sera complété, si je puis m'exprimer ainsi, par la sonate pour violoncelle et piano de Francis Poulenc, aussi une œuvre qu'il a débuté aussi pendant la guerre, qu'il a terminé bien après. Il a mis beaucoup de temps à l'écrire, cette sonate. Ouais, tout à fait. Sera interprétée donc par Aurélien Pascal et Tristan Raès. Vous parliez de l'histoire du soldat, qui est aussi une œuvre phare, qui a aussi été composée pendant la Première Guerre mondiale. Tout à fait, en 1917. Stravinsky, Ramu, enfin là, pendant qu'il était en tout à fait. Suisse. Mais donc il y a quand même, on est très imprégné par ces deux guerres dans ce programme, et dans vous, Raphaël Sévère, dans votre environnement mémoriel et historique.
Oui, en l'occurrence, là, j'étais très intéressé par la Première Guerre mondiale parce que j'avais fait un petit travail aussi par rapport à ma propre famille parce que c'était très diffus et je savais pas exactement ce qui s'était passé, etc. Et donc j'étais dans cette recherche aussi tout simplement de mieux connaître en fait voilà, cette période qui a marqué, qui a vraiment marqué la France et l'Europe. Et, Et puis qui a été en fait l'ouverture du tragique XXe siècle, la Première Guerre mondiale. C'est ouais, vraiment ouais, c'est la matrice de toutes les tragédies du XXe siècle. ouais, ouais, absolument. Et donc, j'étais en l'occurrence cette année vraiment là-dedans. Bon, maintenant ça n'occupe pas non plus une place dans ma vie si importante. Voilà, là je pense que Donc, il y a une pour empreinte longtemps en forte. tout cas, je ne m'inspirerai plus de guerre ou de choses comme ça, mais je prendrai des choses plus poétiques, plus légères peut-être. Et par exemple, juste pour ne mentionner que ça, j'ai démarré un cycle de pièces pour piano qui est très librement inspiré de l'Odyssée d'Ulysse, d'Homère, qui voilà, là c'est des inspirations très très différentes. Mais c'est vrai que j'aime bien m'inspirer souvent d'œuvres littéraires ou de quelque chose, tout simplement parce que je trouve que la musique exprime les choses différemment, mais exprime aussi des choses. Et donc, je trouve ça très intéressant de mettre quelque chose en musique. C'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Oui, et puis c'est peut-être une manière, quand on compose, d'avoir déjà une base, d'avoir des contraintes qui vous permettent de vous exprimer après dans une direction, alors que si vous avez une page blanche sans idée préalable, c'est peut-être encore plus compliqué. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire. Moi, en tout cas, je trouve que vous avez tout à fait raison. Parce que quand on me donne un cadre, je réussis toujours à être mieux inspiré et à parfois m'émanciper du cadre, mais à être vraiment mieux inspiré, alors que quand on me laisse une carte blanche totale et absolue en composition, en me disant, voilà, écris ce que tu veux, là c'est beaucoup plus dur de trouver quelque chose. Alors que quand on me dit, voilà, écoute, c'est pour telle formation, tant de minutes, et puis si jamais ça peut avoir un lien avec ça, ça m'aiderait. Je prends juste un exemple rapidement. Une saxophoniste qui est fantastique, qui s'appelle Valentine Michaud, m'a commandé une pièce il y a de ça 2 ou 3 ans pour saxophone et piano, donc qui a été créée au Festival Radio France de Montpellier. Et elle m'a dit, voilà, 10 minutes, saxophone et piano. Mon livre de chevet, c'est Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Et j'aimerais, je sais pas comment, voilà, mais qu'il y ait un lien, même éloigné, mais qui est quelque chose par rapport à ce livre. Et donc moi, ça m'a vachement inspiré parce que je l'ai relu, j'avais déjà lu. C'est un livre exceptionnel, Le Maître et Marguerite. Oui, c'est tellement foisonnant. Ouais. Là aussi, on est avec le diable, comme dans l'histoire du soldat. Ah, oui, et justement, j'ai donné comme titre à cette pièce le nom du chapitre où il y a la rencontre avec le diable qui s'appelle La 7e preuve. Et donc cette pièce s'appelle La 7e preuve. Et justement, il y avait ce dialogue autour de l'étang du patriarche à Moscou avec le diable qui est un peu fou. Voilà. Et donc j'ai imaginé ce dialogue entre le saxophone et le piano et ça a donné cette pièce. Et donc moi j'adore ça. Moi, quand on me donne quelque chose comme ça, c'est tout de suite j'entends et dans ma tête et ça part. Alors que si elle m'avait dit voilà, écris quelque chose, minutage entre 5 minutes et 30 et puis ce que tu veux, Oui, vous auriez paniqué. ça aurait été plus dur, quoi. En tout cas, avec vous, les rencontres sont foisonnantes, Raphaël Sévère. Il y a tellement de sujets à évoquer. Et puis, je rappelle tous vos disques pour le label Mirare. Il y en a 5, à ma connaissance, déjà parus. Ou peut-être que j'en oublie. Non, il y en ça a va de 5 pour Mirare. Voilà, ça va de In the Meat à Brahms, en passant bien sûr par Weber, Messiaen et bien d'autres. Et puis, on attend avec impatience le concerto pour clarinette de Mozart Et que oui. vous venez d'enregistrer aux côtés de l'orchestre de chambre de Paris sous la direction de son chef Lars Vogt. Ouais. Et puis, Qui sera complété par le quintet de complété, Mozart. c'est les avec deux faces d'un même génie. Bien sûr, qui sera tout à fait. Avec le quatuor Modigliani. Ouais.
Donc ça aussi, vous avez bien choisi vos comparses pour ce disque. Ah oui, bah là vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tout de suite pensé au Quatuor Modigliani parce qu'on a beaucoup joué ensemble, notamment ce quintet. Et moi, c'est un de mes quatuors préférés, de rêve et tout ça. Et je me suis dit, voilà, si j'enregistre cette pièce, évidemment, c'est à eux qu'il faut que je demande vraiment en tout premier lieu. Et je leur ai demandé et ils m'ont fait vraiment la joie d'accepter avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et de sympathie, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, et je pense que notre expérience à travers cette œuvre qu'on a jouée pour la première fois il y a, je crois, 12 ans déjà, et on a rejoué au fil du temps depuis, je pense que notre expérience acquise s'entend justement et que notre amitié musicale aussi va se retrouver. Et par rapport à l'Orchestre de Chambre de Paris, c'est pareil, on a déjà joué ensemble plusieurs fois et vraiment c'est formidable d'avoir pu le faire avec eux. Et je suis très content aussi d'avoir rencontré Lars Vogt pour cette occasion, parce que je ne le connaissais pas. Je connaissais évidemment le pianiste fantastique, mais je ne connaissais pas le chef. Et je l'ai découvert, et franchement, il a fait un travail épatant sur cet enregistrement. Il a pris les choses très sérieusement, parce que je le dis, ça peut paraître anodin, mais c'est pas toujours le cas. Oui, souvent les chefs qui accompagnent les concertos, ils attendent la symphonie qui suit. Ça arrive. Mais donc là, vraiment, il s'est investi à 100%. Et je lui en suis très reconnaissant. En plus, il est d'une gentillesse vraiment sincère. Et donc, c'était une très belle rencontre. Et je vais être content de le retrouver le 17 novembre au TCE. Au Théâtre des Champs-Élysées. Et plus tard pour d'autres concerts. Bon, beaucoup de choses à annoncer. En tout cas, en attendant, il y a ce concert du 11 avril au Musée des Invalides, Messiaen, Bartók, Poulenc et Raphaël Sévère. Vous êtes aux côtés de Charlotte Julliard, Aurélien Pascal et Tristan Raès. Ce concert au Théâtre des Champs-Élysées le 17 novembre. Ce disque Mozart apparaît, beaucoup d'autres choses. Raphaël Sévère, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous, merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le clarinettiste Raphaël Sévère, je vous propose de l'écouter interpréter aux côtés du pianiste Adam Laloum et du violoncelliste Victor-Julien Laferrière, le trio pour clarinette, violoncelle et piano de Johannes Brahms. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank